Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Bienvenue à tous dans la 2e saison du podcast. J'ai pris plusieurs mois de pause, étant donné la situation, j'ai besoin de prendre du recul et je suis ravie d'être de retour. Dans ce 24e épisode, je suis ravie d'accueillir Kim Burns, une amie avec laquelle j'ai parlé de son parcours comme architecte, de son voyage dans sa van à travers le Canada, de la création de son podcast Grandir en toute simplicité et bien d'autres choses. Je vous laisse avec notre conversation qui fait du bien en cette période difficile. J'espère qu'elle vous donnera de la force et de l'inspiration. Kim, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours Oui. J'ai étudié en architecture pendant 7 ans et demi. Donc, j'ai étudié à Sherbrooke, j'ai fait la technique en architecture, puis par la suite, j'ai fait mon baccalauréat et ma maîtrise à l'Université de Montréal. Puis, j'ai fait ma 3e année de bac à l'université, à l'ENSAL à Lyon. Donc, je suis partie en échange pour ma 3e année. Puis, par la suite, j'ai travaillé dans un bureau d'architecture à Montréal. Et tout récemment aussi, j'ai changé d'emploi dans un autre bureau encore à Montréal. Donc, en ce moment, t'es architecte, enfin, on va dire au Québec, t'es stagiaire en architecture. Ouais, exactement. Bientôt architecte, là. Théoriquement, le mois prochain, je passe mon examen, donc on espère que ça va bien se passer, là. Puis, Justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Parce que je sais que parmi les gens qui m'écoutent, comme moi-même, je suis aussi architecte, je sais qu'il y a des gens qui sont architectes qui m'écoutent et qui sont sûrement peut-être dans la même situation que moi, d'immigration au Québec, etc. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour devenir architecte au Québec, enfin, au Canada, mais plus généralement au Québec, parce que j'imagine que c'est différent, même si l'examen est commun, mais quand même, il y a un système d'ordre qui est... Oui, exactement. Mais là, c'est sûr que justement, je vais parler plus du Québec, parce que là, c'est avec l'OAQ, donc l'Ordre des architectes du Québec. Mais en fait, pour pouvoir être dans l'ordre, il faut faire notre baccalauréat, notre maîtrise, donc la maîtrise est obligatoire. Puis ensuite, on a 2 ans de stage à faire, donc 3720 heures exactement. Puis par la suite, on peut faire l'examen, puis être finalement architecte. Donc nous, on n'a pas le titre d'architecte en sortant de l'école, mais vraiment après avoir fait l'examen puis avoir été dans l'ordre. Et quand tu parles de stage, on s'entend que c'est pas comme, par exemple, s'il y a des Français qui m'écoutent, quand on dit stage, souvent on pense au stage en 2e ou 3e année où t'es payé 500 € par mois ou alors t'es même pas payé. Non, là, c'est vraiment un stage. T'es employé, t'as un salaire. Exactement, t'as un travail officiel, là, C'est juste que tu dois compléter des heures et faire des rapports régulièrement. Voilà. C'est ça. Environ 900 000 heures, là, pas 900 000 heures, mais 900 ou 1000 heures. Tu fais un rapport de stage à l'ordre, puis qui est approuvé et vérifié et tout, même par ton maître de stage. Là, donc. Et l'examen que tu vas passer, ça s'appelle l'EXAC, c'est ça, l'examen des architectes du Canada, mais il est commun à tout le Canada, c'est ça? Oui, exactement. Donc, on peut prendre l'examen en anglais ou en français comme on veut, mais l'examen est vraiment le même pour tout le monde. Puis, donc, c'est avec le Code national du Canada, pas les modifications du Québec, parce qu'il y a certaines modifications pour le Québec, mais là, c'est vraiment pour l'ensemble du Canada qui est vraiment le même pour toutes les provinces. C'est intéressant de voir que c'est à la fois le système fédéral et le système provincial qui entrent en jeu. C'est toutes les subtilités du fonctionnement du Canada et du Québec. Comme tu dis, donc aujourd'hui, tu t'apprêtes à devenir officiellement architecte. Comment tu te voyais quand tu avais 10 ans, par exemple? 8, 9 ans, 10 ans, je sais pas. Tu t'imaginais quand j'avais 8-10 ans. Au début, je pensais être actrice. À vrai dire, je pensais... je voulais être dans un domaine vraiment comme créatif, justement, qui était avec les gens, puis... avec le temps, en fait, j'ai fait beaucoup de théâtre et tout aussi. J'aimais vraiment ça. Mais le côté plus artistique, un peu plus cartésien, comme arrivé aussi dans ma vie. Fait que ce côté-là de l'architecture qui était vraiment comme plus conceptuel, plus du design, et le côté plus mathématique, plus c'est ça, cartésien. C'était vraiment un côté qui m'attirait dans l'architecture, puis d'avoir des espèces de problèmes, puis de trouver une solution, puis savoir comment qu'on peut gérer tout ça. C'est arrivé comme vraiment par la suite. Fait que c'est comme quand même, je dirais, un métier qui représente un peu comment j'étais jeune, parce que j'aimais beaucoup la peinture, le dessin, les arts, peu importe. Là, c'était vraiment comme ce côté créatif-là aussi que j'avais quand j'étais jeune. Puis j'aimais, pas nécessairement à 8 ans, là, mais plus vers 11 ans que j'ai commencé aussi à voyager. Fait que c'est comme l'architecture qu'on pouvait retrouver un peu partout dans le monde. Finalement, c'était quelque chose qui m'attirait aussi en voyageant. Donc, je pense que c'était pour ça aussi que je me suis dirigée vers cette voie-là. Et justement, c'est quoi tes premiers voyages? C'est quoi tes premiers souvenirs de voyage? Mon premier voyage, c'était à Vancouver. J'avais 11 ans, en secondaire 1.
Puis c'était un échange justement avec l'école là-bas pour c'était 1 semaine seulement là. Puis en plus ça a été comme une grosse décision dans ma vie là. Est-ce que je veux faire le voyage, est-ce que je veux pas faire le voyage, tout d'un coup j'aime pas ça, grosse remise en question, tu sais, à 11 ans là. Non, c'est ça. Mes parents étaient comme non tu sais ils me poussaient vraiment là-dedans aussi parce qu'ils voulaient que j'essaye quelque chose de nouveau, puis parce que je pense que ça a quand même été une bonne décision là, puis après ça comme les autres voyages que j'ai fait par la suite. Donc ça a été vraiment au Canada, puis sinon après ça avec l'école encore, j'étais allée en Italie en secondaire 3. Mais sinon, le premier voyage, plus comme hors Écosse, ça a été en secondaire 5 au pays, ça a été en secondaire 5 au Pérou. Okay. Donc, là, ça a été comme un peu plus différent, un peu plus choc culturel, mettons, là, comparativement aux autres voyages. Et c'était dans quel cadre, au Pérou? C'était avec, c'était une de mes amies, en fait, de l'école, mais c'était avec les frères Marianil. C'est comme une institution, en fait, qui organisait des voyages de espèce de mission humanitaire, mais c'était pas genre, on allait construire une école. C'était juste, on était comme dans les familles, apprendre l'espagnol, apprendre leur culture, les aider un peu dans leurs tâches du quotidien, mais tu sais, au final, c'était pas genre, c'était pas on va sauver le monde, c'était juste comme apprendre comment les gens vivaient là-bas, c'était, ouais, c'est fait que c'était plus apprendre comment les gens vivaient, puis comment la culture était là-bas et tout, donc. Ok. Et justement, t'as parlé du fait que pendant tes études, t'as fait un échange d'1 an en France, donc à l'école de Lyon. Comment ça s'est passé cet échange? Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie? Qu'est-ce que t'en as pensé? Enfin, quelles ont été les conclusions de cette année-là? Les conclusions, ça a été tellement une année comme fantastique là. On dirait que comme, je pense qu'on en avait déjà discuté dans des discussions précédentes là, mais il y a vraiment comme une espèce de avant puis après l'échange. C'est tellement une année comme fort en émotion, tu vis tellement d'expériences en même temps. Puis bon, on s'entend qu'en France vous êtes un peu chanceux là, vous avez comme 6 semaines de relâche comparativement à nous qui en avait 2. Fait que ça me permettait aussi de voyager puis de se promener un peu partout. Fait que c'était vraiment comme j'ai appris vraiment une espèce d'expérience différente par rapport à l'architecture parce que c'est des concepts vraiment c'est différent. C'est différent d'ici, donc c'est sûr que ça a été une nouvelle perspective, mais aussi juste apprendre à mieux me connaître dans tout ça, puis le fait de pouvoir voyager beaucoup aussi, ça l'a comme ouvert une nouvelle perspective aussi, là, fait que c'est vraiment une belle année, là. Et justement, en quoi tu disais c'est différent l'enseignement de l'architecture, en quoi c'est différent, d'après toi, l'enseignement en France versus l'enseignement au Québec que toi t'as connu? Je trouvais que c'était plus conceptuel, par exemple, en France. Donc, c'est un peu plus en théorie, puis c'est super pertinent, je trouve, de connaître ces notions-là et tout. Alors qu'au Québec, je trouve que c'est un peu plus technique, même si, au bac, c'est moins technique, évidemment, qu'à la technique. Mais c'est quand même un peu plus, tu sais, système constructif, puis des trucs comme ça. Donc, cet aspect-là est venu vraiment comme apporter justement une nouvelle vision par rapport à l'architecture que j'avais, là. C'est marrant parce que je suis vraiment d'accord avec toi par rapport à ça. Je trouve que moi j'ai pas fait d'études au Québec, je peux le constater par rapport aux personnes qui ont été formées au Québec avec qui je travaille par exemple. C'est vrai qu'en France on a le côté, moi c'est un peu quand j'ai fait mes études et que je suis sortie des études, j'avais l'impression de rien savoir faire en fait. Nous aussi des fois quand on sort des études, on a l'impression qu'on n'est pas prêt au monde du travail puis qu'on arrive puis c'est complètement différent là, mais nous tu sais comme c'est vraiment en effet tu l'as dit en France. On est vraiment sur le concept, on nous apprend à créer, à faire des projets, à avoir des idées, et en fait il y a très peu de technique. Il y a de la technique mais en fait limite les gens s'en fichent en architecture, enfin tu vois il y a des cours de technique, de structure, etc. mais on dirait que on les prend à la légère et que c'est bon, on veut juste compléter notre examen et voilà. Mais il y a pas vraiment cette insistance sur la technique, et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que je pense que ça crée des architectes qui on peut pas forcément maîtriser parfois à 100% leur projet, tu sais quand tu sais juste le côté comme conceptuel mais que tu sais pas comment ça va se faire. Oui, puis quand certes t'as les ingénieurs mais tu sais des fois ça peut être une lacune, mais par contre à côté de ça, autant en sortant des études, je me suis dit mais c'est pas possible, on peut pas former des gens comme ça, on sait rien faire, on fait pas assez de stages, on fait pas assez de ça, et en fait finalement maintenant avec le recul, je suis vraiment contente d'avoir suivi cette formation parce que j'ai vraiment appris à créer, à concevoir, et je me dis finalement le reste on peut l'apprendre plus tard. Ouais, mais exactement, c'est des trucs que t'apprends aussi en travaillant. Je me dis c'est l'une des choses principales c'est apprendre à créer, mais et pouvoir plus tard se débrouiller un peu dans n'importe quelle situation. Mais à côté de ça, c'est sûr que je pense qu'il faudrait un juste équilibre, en fait, entre les exactement.
Ouais, c'est pour ça que je pense que j'ai vraiment apprécié ça dans mon parcours, le fait d'avoir ça, puis c'était un peu avant la maîtrise aussi, fait qu'avant mon projet final, fait que d'avoir ce côté-là un peu plus conceptuel, créatif, ça a vraiment apporté un plus, je trouve, aussi pour la suite, là. Ouais, c'est ça. Puis en général, quand on est en échange, moi-même ayant fait un échange à Moscou, c'est pas l'année où on a envie le plus de travailler à l'école, de se mettre dans des trucs techniques. Exactement, puis on doit juste comme passer. Ouais. C'est ça que tu passes ou que t'échoues. Donc une fois que tu sais pas mal que t'as passé, c'est sûr que les efforts sont peut-être moins mis là. Tu vas peut-être plus te concentrer à savoir ce que tu vas faire de ta fin de semaine ou dans quelle ville tu vas aller. Dans quel pays tu vas aller, exactement. Et quel voyage t'as fait en Europe on en a fait quand même pas mal, tu sais, comme je disais, il y avait 6 semaines de relâche, fait qu'on est parti au moins 6 semaines, mais puis après ça, durant les fins de semaine aussi, fait qu'on est allé en Irlande, on est allé passer une semaine dans les pays scandinaves, on est allé je veux dire, on a tellement fait de place en Croatie, en Italie. Puis tu sais, je veux dire, quand tu prends des billets d'avion à 25 € aller-retour pour aller en Croatie, ça, c'est la France, c'est comme OK, on va y aller. Mais non, on a fait plein de places, puis aussi plein de places aussi en France, puis on a, tu sais, je veux dire, on s'est fait des amis là-bas, fait qu'on a pu aller aussi dans leur région aussi, aller faire du ski, puis c'est vraiment faire des super raclettes. La fameuse raclette. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que c'est sûr que, par exemple, si on compare le Canada avec l'Europe, ben c'est un peu comme si je veux dire, l'Europe c'est des tout petits pays, mais au final c'est pas si grand que ça. Ça reste plus petit que le Canada, en fait. Tu fais 2 heures, puis t'as changé 3 pays, alors que l'autre, en 2 heures, t'es rendu en Ontario, ou t'es encore peut-être au Québec. Ouais, c'est ça. T'es dans le fin fond du Québec. Exactement. Ouais, c'est ça. Et aussi, je sais qu'à la suite de tes études, t'as fait un voyage de 3 mois avec 2 de tes amis, il me semble, en Asie. Est-ce que aussi tu peux nous en parler, pourquoi t'as pris cette décision, puis pourquoi t'as choisi ces pays, comment ça s'est passé? Dans le fond, c'est ça, c'était avec une de mes amies avec qui j'ai pas mal voyagé. Disons, c'était comme ma partner de voyage, là. Fait qu'à chaque fois qu'on avait un voyage, que j'avais une idée de partir ou qu'elle avait une idée, on disait « Hey, on achète-tu des billets pour partir à telle place? OK, go, on y va. » Tu sais, c'était comme la personne avec qui que je partais tout le temps. Puis il y a aussi ma coloc aussi avec qui voulait partir. Elle avait 3 semaines. Donc, on est partis les 3 ensemble. Elle nous a suivi pendant 3 semaines. Puis après ça, on a fini le reste du 3 mois par la suite. Puis en fait, c'est que j'ai eu les places, c'est tout le temps en fonction de les billets les moins chers. Fait que j'ai vu une vente de Air China qui était comme billets pour 650 $ aller-retour. Fait que là, on dit, OK, c'est pas possible, mais go, on les achète. C'est une fin de semaine particulière. Fait qu'on a acheté des billets, puis c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'aller dans ce coin-là. Fait qu'on est parti là 3 mois. Puis c'est ça, en fait, j'avais juste envie de partir parce que c'est ça, je finissais la maîtrise. Puis on dirait que c'était comme vraiment un bon moment. J'avais arrêté de travailler parce que j'avais travaillé pendant l'été, un peu pendant la session. Puis là, avec le rush de fin de session, j'avais arrêté de travailler. Fait que c'était pas officiel que je recommençais nécessairement en janvier. J'avais un emploi comme assuré. Je pouvais être là en janvier, mais si j'avais pas encore donné de date. Fait que je me suis dit, c'est comme le moment parfait pour partir. Puis là, comme j'aime beaucoup les voyages, je me suis dit, OK, on part 3 mois, puis on part, c'est un pack-sac pendant 3 mois en Asie. Là, fait que ça a vraiment fait du bien, justement, avant de commencer à travailler. Puis surtout que, aussi quand tu travailles, on dirait que t'as tout le temps le moment de c'est quand la prochaine fois que je vais pouvoir partir aussi longtemps. Fait que là, c'était vraiment comme le bon moment aussi, je trouve. Là. Surtout que au Québec, les vacances, c'est 2 semaines par an. Ouais, c'est le minimum. Il y en a qui ont en plus, mais les semaines payées, c'est 2 semaines par an. Donc c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Après, il y a beaucoup de gens quand même qui prennent du sans solde. En plus, enfin, je pense que c'est rare quand même les personnes qui travaillent dans des emplois qualifiés et qui prennent juste 2 semaines. Mais tu finis par avoir 3 semaines, 4 semaines, mais c'est pas 6 semaines, pis c'est pas 3 mois non plus. Fait que c'est vraiment différent. Ouais, c'est ça. Quoique, alors on va venir là-dessus. Voilà. Qu'est-ce qui s'en vient justement quand t'as juste 2 semaines? Alors, en fait, pour donner le contexte, avec Kim, on s'est rencontrés parce qu'on travaillait dans le même bureau, qu'on a toutes les deux quitté. Mais voilà, on est passé de collègues à amis. Maintenant, on se voit régulièrement, puis on s'est rendu compte qu'on avait vraiment beaucoup de points communs et d'intérêts communs. Et justement, donc cet été, on travaillait encore dans le même bureau. Exactement. Puis il y a eu beaucoup de remises en question l'année dernière, on va dire en 2020. C'est sûr que le confinement fait sortir plusieurs prises de conscience, je pense. Oui, exact. Et toi, du coup, t'as décidé de partir en voyage l'année dernière, l'été dernier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc la réflexion, puis les différentes étapes, et nous parler un petit peu de ton voyage. Là, je pourrais en parler pendant comme 3 jours, là, mais je vais essayer de faire ce cours. Mais c'est ça, dans le fond, on était au même emploi, puis moi, ça allait pas super bien dans la façon que je travaillais. On dirait que je me retrouvais plus là-dedans, que j'aimais pas nécessairement ça. Fait que j'ai comme recommencé à me poser des questions.
justement, est-ce que je vais vivre ma vie pour faire 2 semaines de congé, tu sais, je peux pas croire que je vais travailler 40 heures semaine pour avoir juste 2 semaines de congé. Puis ça m'a vraiment trotté longtemps dans la tête en me disant comme, faut que je fasse quelque chose pour que ça change, puis que je puisse voyager encore, puis que je puisse faire qu'est-ce que j'aime vraiment. Ben, pas qu'est-ce que j'aime vraiment, parce que j'aime l'architecture. Là, dans ce contexte-là, c'est sûr que c'était un peu différent. À ce moment-là, je me retrouvais plus nécessairement. Mais là, j'ai décidé de repartir 2 mois. Mais en fait, je pourrais même dire, à la base, ça a parti du fait que je vais partir 3 semaines au Guatemala, en mars. Puis là, le COVID est arrivé, donc j'ai pas pu partir. Donc c'est sûr que j'avais aussi cette espèce de envie-là j'étais censée partir en voyage, ça s'est pas passé, fait que là, qu'est-ce que je fais, tu sais? Puis tu devais partir toute seule au Guatemala aussi. Ouais, exactement. C'était comme le premier, tu sais, j'ai quand même fait plusieurs pays, mais j'étais pas mal de temps partie à 2. C'est sûr que pendant aussi j'étais en échange en Europe, j'ai pu partir quelques fois seule, mais c'était comme le premier voyage que je partais vraiment toute seule, puis j'étais prête à le faire, puis j'étais comme go, on y va, 3 semaines au Guatemala, finalement c'est annulé. Donc là, finalement, ça m'a un peu trotté dans la tête. Puis en juillet, durant l'été, en fait, j'ai décidé que je m'achetais une van parce que j'avais envie de partir en van. Ça faisait plusieurs années que je pense... plusieurs années. Ça faisait quand même un bon moment que je pensais que je voyais un peu cette espèce d'idée-là de, tu sais, la van life, là, mais... tu sais, on s'entend que j'ai pas une grosse van, là, c'est une Dodge Caravan modifiée, là, mais c'est ça, cette idée de partir en van, d'être vraiment comme libre d'aller où tu veux, puis ça m'intéressait vraiment. Donc c'est ça, en juillet, j'ai décidé, ça s'est passé tellement vite en fait, puis tu sais, j'en parlais aux gens de mon entourage, j'étais comme je vais peut-être m'acheter une van, puis finalement le samedi d'après la van était dans ma cour. Là. C'était comme on est allé magasiner le vendredi, puis le lendemain était là, puis après ça, j'ai pris les mesures. Puis avec ma famille, tu sais, j'ai fait les plans, avec mon père on a construit, avec ma mère on a fait les rideaux, les matelas, ça s'est tout passé comme en 2 semaines pendant les semaines de la construction, puis après ça, en août je suis partie. Fait que ça a été comme assez rapide quand je me suis permis, quand j'ai décidé que je voulais partir puis que je me le suis comme autorisé, j'ai fait juste comme ok go, tout s'est enclenché, tout a bien été, puis c'était comme on dirait que c'était aligné, puis j'avais juste un chemin devant moi qui était comme go vas-y, tu sais, fait que c'était vraiment fait que je suis partie 3 mois dans l'Ouest canadien. Puis en plus, avec le confinement, on s'entend, on pouvait pas aller... c'était plus le confinement à ce moment-là, là, mais avec le COVID, en fait, on pouvait plus sortir non plus du pays. Fait que, tu sais, je pouvais pas nécessairement aller ailleurs en voyage. Puis j'ai toujours voulu traverser l'Ouest canadien. Fait que j'étais comme, c'est le moment parfait. Puis, tu sais, souvent, j'avais cette idée-là de dire, je vais partir en van dans 2-3 ans, puis ou 3-5 ans, puis je vais faire ça plus tard. Puis à un moment donné, je me suis juste dit, mais, tu sais, pourquoi le faire dans 3 ans? Puis, tu sais, je me suis dit, je vais regarder mes finances, qu'est-ce que je peux me permettre, qu'est-ce que je vais faire, puis pour pouvoir atteindre cet objectif-là que de partir dans l'Ouest. Fait que, à un moment donné, j'ai juste décidé que ça se faisait là, puis j'ai décidé de partir, là. Fait que... Du coup, c'est pendant ce voyage, en fait, pour la petite histoire, avec Kim, moi aussi, je commençais à plus du tout me retrouver dans le travail dans lequel j'étais, puis c'était le même que Kim, et en fait j'ai pris aussi des vacances supplémentaires, mais bon, j'ai pris 2 semaines, un peu moins de 2 semaines, et je suis allée aussi dans l'Ouest. On s'est retrouvés dans l'Ouest canadien. Et on s'est retrouvés quelques jours dans l'Ouest à Vancouver, puis on a fait une rando. La Garibaldi. Ouais, c'était super beau, c'était vraiment les lacs bleus comme on imagine dans l'Ouest, et j'ai pu voir ta van puisque on a campé l'une à côté de l'autre, voilà. Nos vannes respectives. Vraiment enfin bon, c'est sûr, moi j'ai pas fait les Rocheuses purement, mais tu sais, l'endroit où on était, ça faisait vraiment van life, ouest canadien, avec les montagnes, la petite neige au-dessus, le coucher de soleil derrière, c'était vraiment magnifique. Et concrètement, comment ça se passe, parce que si tu sais, je sais qu'il y a plein de gens qui veulent acheter des vannes, mais comment ça se passe au Québec, tu sais, pour acheter un véhicule, est-ce que ça se fait rapidement, enfin les petites étapes peut-être? C'est sûr que ça dépend en fait où tu l'achètes. Est-ce que tu l'achètes à un concessionnaire, à un particulier? Tu sais, moi j'avais magasiné pendant comme j'avais déjà magasiné un peu, mais une semaine plus intensive avant de l'acheter. Ok, quel concessionnaire pourrait l'avoir? Tu sais, j'ai jamais eu de véhicule, j'ai 26 ans, mais j'avais 25 ans à ce moment-là. J'ai jamais eu de véhicule, puis j'ai toujours détesté les véhicules. Tu sais, je suis un peu ce côté-là environnemental et tout, fait que j'étais comme ok, je veux pas de voiture. Donc là déjà de magasiner une voiture qui était quelque chose pour moi de vraiment pas familier en fait là. Mais tu sais, j'ai quand même aussi de l'aide de mon entourage, dont mon frère qui est mécanicien automobile. Fait que j'étais comme ça marcherait-tu comme voiture? Donc c'est sûr que j'avais de l'aide, mais sinon c'est ça. Moi j'ai acheté c'est un particulier en fait, la van, je me promenais de concessionnaire en concessionnaire, puis en fait à la fin de ma journée, on a juste fait comme, ok, on retourne chez nous, on n'a rien trouvé de bon, c'est rien de parfait. Puis au même moment qu'on a dit ça, on est passé devant une cour, puis il y avait une van exactement comme je cherchais,
on dirait que c'était comme, ça avait été juste là, c'était, la vanne était sur le bord de la route, était écrit à vendre, elle avait de l'air super en bon état, on était comme, ok, c'est impossible, tu sais, on revire de bord, on va la voir, aucune égratignure, pas de rouille, pas rien, on était comme, ok, c'est sûr qu'elle doit être 3 fois mon budget, tu sais. On appelle la personne, finalement, elle est comme, ouais, elle est encore disponible, ok, bon, on viendrait l'essayer ce soir, parce que là, on retournait, fait que finalement, j'étais allée l'essayer le soir même, puis on est arrivé, on a dit, bon, ben, tu prends-tu un virement, on va faire un virement, puis on repart avec la vanne, puis elle était chez nous. Fait que après, c'est sûr que les procédures à la sac à faire et tout, là, mais ça s'est fait super rapidement, là, surtout quand c'est un particulier, je veux dire, il vend un peu au prix qu'il veut et tout, fait que c'est sûr que ça se fait assez bien. Là. Et après, au niveau assurance, c'est une assurance classique de voiture? Ouais, exactement. C'est sûr que c'est pas, tu sais, je sais pas pour les plus grosses voitures, les plus grosses vannes, s'il y a comme des classes particulières à avoir, mais ça, c'est considéré vraiment comme une automobile. Fait que t'as tes plaques, tes assurances, c'est assez standard pour une voiture au Québec. Ouais, exactement, parce que c'est ça l'avantage. Ben, vu que c'était une Dodge Caravan, c'est vraiment comme une voiture familiale. Puis c'est ce que aussi j'avais de la misère au début, parce que à trouver une vanne qui est en bon état, parce que souvent, c'est des vannes de famille qui ont pas nécessairement fait attention ou qui ont comme des jeunes enfants qui étaient là. Fait que d'avoir une vanne en bonne condition, c'est pour ça que quand on a vu celle-là, on était comme, je peux pas croire que ça va fonctionner. En plus, c'était une année, c'était comme 4 ans plus récent que ce que je cherchais. Je cherchais plus 2010, 2012. Là, c'était en 2016, mais c'est sûr que ça va être trop cher et tout. Puis finalement, en tout cas, ça s'est super bien fait, là. Fait que j'étais vraiment contente. Oui, en plus, il y a tout le problème de la rouille au Québec, avec le froid, évidemment, il y a l'hiver, il y a la neige. Ouais, exactement, tu veux le protéger et tout, là, donc, puis là, c'est sûr, comme l'enseignement est remisé, là, parce que je savais que je l'ai vraiment fait pour que je puisse voyager avec, puis tu sais, en ce moment, j'ai deux sièges, puis après ça, en arrière, c'est vraiment comme le lit, le petit sofa avec la cuisine et tout, là, mais, là, je dis ça a l'air full spacieux, mais, tu sais, c'est un 4,5, là, dans ma vanne. C'est ça. Mais du coup, bon là tu l'as remisé, mais est-ce que t'as un projet de voyage prochainement, au printemps ou à l'été qui s'en vient? Ben c'est sûr que j'aimerais ça aller en Gaspésie parce que c'est ça, malgré que j'ai quand même voyagé pas mal à l'extérieur du Québec, j'ai pas nécessairement beaucoup voyagé dans le Québec. Ben, j'ai fait quand même plusieurs places dans le Québec, mais pas nécessairement dépassé comme par exemple Rimouski, c'est dans ces endroits-là. Fait que mettons Tadoussac, c'est le plus à l'est que je suis allée. Fait que c'est sûr que Gaspésie, je suis jamais allée. Fait que j'aimerais ça aller passer un temps là-bas, puis sinon ben quand on va pouvoir retourner peut-être aller dans l'Ouest américain. J'ai déjà des projets avec justement avec une de mes amies de sinon se rendre en Argentine. Tu sais comme toujours plein de projets que tu penses là, mais bon on verra quels qui vont se réaliser en temps et lieu. Là. Mais justement, cet été, on a eu beaucoup de discussions par messages vocaux parce qu'on était vraiment un peu dans le même questionnement, à se demander qu'est-ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Où est-ce qu'on en est? Qui suis-je? C'est ça, où est le problème? Qu'est-ce qui fait que ça va pas? Évidemment, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont aussi re-questionné leur quotidien étant donné le contexte. On s'est retrouvés tous en télétravail. Du coup, on n'avait plus beaucoup d'activités qu'on avait avant. Puis, forcément, on a du temps pour se poser des questions. Ouais, puis tu sais, je veux dire, on perd tous nos repères aussi à ce moment-là, tu sais, c'est sûr qu'on est tous déstabilisés là-dedans, là, fait que... C'est ça, donc du coup, on a beaucoup parlé cet été, on avait un peu les mêmes problématiques, puis moi je me disais, ouais, je vais partir après mon PVT Canada, je pars en Argentine faire un PVT, etc. Puis j'avais commencé à me renseigner, après je t'en ai parlé, et toi tu m'avais dit, ah c'est marrant, moi aussi je voudrais partir en van en Argentine. Ouais, je dirais pas que je partirais avec ma van en ce moment en van, en Argentine, ou... Mais bon, c'est sûr que l'Argentine, c'est un pays qui m'intéresse aussi, mais... Et justement, toi, bon là actuellement, toutes les deux on a changé d'emploi, donc on n'est plus collègues. Toi, t'as retrouvé un emploi qui fait plus de sens pour toi, j'ai l'impression. Puis tu vas bientôt passer ton examen, donc tu t'orientes vraiment vers travailler comme architecte. Mais est-ce que tu sais, comment tu te vois, mettons, dans, je sais pas, 1 an, 2 ans, pas forcément sur le long terme, mais parce que t'avais quand même beaucoup, je me souviens que tu parlais beaucoup de la van life, de la question de la simplicité, de vivre avec peu, en fait, finalement, le minimalisme, en quelque sorte, tu veux dire? Ouais, en quelque sorte. Puis, tu sais, je pense qu'à un moment donné, c'est juste aussi parce que tu réalises que t'as pas nécessairement besoin de beaucoup de choses dans ta vie pour être heureux. Fait que, tu sais, le fait en fait, c'est que tu commences à te questionner, tu sais, pourquoi tu travailles? Est-ce que tu travailles pour ramasser l'argent, pour avoir une grosse maison, une grosse voiture? Tu sais, tu te dis, ouais, mais en quelque sorte, c'est pas ça que je veux faire. Fait que tu veux aussi te retrouver dans ton travail, quelque chose qui te passionne vraiment puis que t'aimes. Fait que la question était plus où que je me vois dans 1 an ou 2. Où je me vois dans 1 an ou 2. Pour vrai, la question est assez difficile parce que justement, quand je me voyais dans 1 an ou dans, mettons, 2-3 ans, justement, je m'imaginais... en même temps, je me dis 2-3 ans, c'est plus réaliste que dans 1 an. 1 an, je m'imagine encore où je suis en ce moment, mais mettons, 2-3 ans, je me disais justement que j'aimerais ça...
partir en van, puis peut-être éventuellement comme travailler de ma van, donc de partir comme vraiment en temps plein. Puis c'est assez particulier parce que tu sais, je sais pas comment je vais y arriver, puis je sais pas comment je vais le faire, mais juste de savoir que, mettons, je veux vivre en van, puis que je veux travailler, par exemple, justement à distance, un travail en ligne, ben mon année aussi a été faite en considérant cet aspect-là. Puis j'ai pris des décisions aussi vers ça, dans le sens que justement là, je me suis acheté une van parce que c'était comme un de mes objectifs. J'ai fait des formations sur l'entrepreneuriat, j'ai fait du coaching, j'ai fait, tu sais, comme plein de petits trucs ici et là que, en ce moment, ça me sert peut-être pas nécessairement, mais que je sais que peut-être qu'éventuellement, ça va me servir. Puis je trouve ça tellement intéressant aussi de juste comme continuer de se former pour peut-être qu'éventuellement ça soit, ça puisse être utile aussi, là, mais... C'est comme si tu faisais un grand puzzle et que tu mettais les pièces au fur et à mesure pour ensuite le créer, en fait, chaque exactement, élément, c'est ça, tu te formes un peu, puis tout dépendant vers où tu vas aller aussi, je pense que c'est pas toujours facile de savoir justement comment on va y arriver, mais je pense qu'en faisant comme, tu sais, on en a déjà parlé aussi, en faisant comme une petite action chaque jour aussi, ça aide à se rapprocher justement de ces objectifs-là, puis ces buts, puis des fois, c'est en commençant aussi quelque chose, ça me fait un peu penser justement à l'effet cumulé, genre c'est... Quand tu commences quelque chose, ben t'as envie de continuer, puis t'as envie d'en faire d'autres, puis de te rapprocher, puis c'est en essayant des choses aussi que tu réalises si ça te passionne ou si c'était vraiment pas ça. Tu sais, j'en ai essayé des choses que j'étais comme, ok, ouais, finalement c'est peut-être pas ce que j'aurais voulu exactement, mais maintenant je le sais, fait que je vais changer de direction, puis je vais continuer dans l'autre direction. Tu sais, c'est... Oui, c'est ça. Puis faut pas avoir peur d'essayer des choses et de finalement pas forcément les continuer. Je pense que toi et moi, sur ça, on est assez pareil. Enfin, on a vraiment un point commun, c'est qu'on est toutes les deux, on aime bien faire des nouvelles choses, lancer des nouveaux projets. Et puis on va pas forcément tout de suite au bout, mais c'est des choses qu'on commence, puis on laisse de côté, et après on y revient. Et c'est un peu ça en fait. C'est comme on avance, on fait un pas en avant, ensuite on prend du recul, ouais, exactement. Chose, et ensuite on revient. Ça veut pas dire. Je pense que ce côté-là, tu sais, avant j'aurais jamais fait ça, dans le sens qu'au début je voulais commencer quelque chose, puis là fallait que tout soit parfait, fait que là j'osais pas commencer, puis à un moment donné je me suis juste dit comme, tu sais, ça sert à rien vraiment que tout soit parfait parce que rien va être parfait, fait que je suis aussi bien de juste commencer par faire une petite chose, puis me lancer dans quelques projets. Si j'aime ça, justement, je continue, puis des fois il y a des projets que j'aimais vraiment ça, mais à un moment donné tu sens plus nécessairement comme l'énergie pour continuer là-dedans, fait que tu vas peut-être y revenir comme 2 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, puis ça va juste, tu vas être motivé pour le continuer, puis poursuivre ce projet-là, tu sais. Fait que je pense que c'est justement en essayant des petits trucs aussi, puis en se permettant de faire des erreurs que t'apprends de ça, puis que tu peux aller vraiment où tu vas aller. Fait que... Et justement, tu parlais du coaching. Oui. Alors, t'as suivi c'est pas vraiment une formation, t'as suivi un c'est une séance du coaching, c'est plus comme, c'est sûr qu'il y avait comme des espèces de modules de formation, mais c'est aussi comme un peu, je dirais comme, pas psychologue, là, dans le sens que ça te fait, en fait, ça te permet de comme réfléchir sur toi, sur où tu vas aller, mais en te mettant des actions concrètes puis des objectifs. Dans le sens que, tu sais, une psychologue, justement, tu vas pouvoir y parler de tes problématiques, essayer de voir qu'est-ce qui se passe pas, mais une coach, c'est plus, c'est quoi tes objectifs, puis comment qu'on va faire pour se rendre ensemble puis y arriver, tu sais. Fait que, c'est sûr que, c'est ça, elle, c'était plus comme une coach en business en ligne, mais aussi, justement, sur tout ce qui est la confiance en soi, puis parce que souvent, on pense qu'on est comme, même si on pense avoir la confiance, tu réalises que t'es peut-être pas si confiante que ça, puis en tout cas, c'est comme tout un univers, là, bref. Mais bon, c'est ça, ouais, j'avais décidé de prendre ces formations-là, puis c'était le coaching, puis c'était vraiment comme dans une espèce de creux là quand on travaillait que ça allait vraiment pas, fait que ça m'a vraiment aidé à comme reprendre confiance en moi, puis à retrouver comme qu'est-ce qui me rendait heureuse là-dedans, puis qu'est-ce que je voulais faire, puis justement me pousser à faire une petite action chaque jour, puis de me dire comme bon, mais qu'est-ce que je veux faire, puis qu'est-ce qui va me permettre de me rendre où je veux aller aussi, là. Fait que... Oui, puis souvent ce genre le fait de se créer des nouvelles choses dans son quotidien, s'il y a quelque chose qui va pas, le fait de créer quelque chose qui te convient, comme toi par exemple le coaching, ça permet de prendre du recul sur ce qui va pas, je trouve aussi, de se dire ok, il y a pas que ça, il y a pas que mon travail qui va pas dans ma vie, il y a aussi en fait quand je commençais le coaching, je pensais que mon travail ça allait super bien, je pensais que genre il y a plein de trucs dans ta vie que tu penses que ça va super bien, mais finalement c'est souvent ces éléments là que tu dis ok, ça va vraiment pas, puis tu te dis dans ta tête que ça va bien parce que tu veux pas croire que ça va mal aller. Tu sais, tu te dis genre, oh non, mais mon travail, j'aime ça parce que je veux dire, ça fait 8 ans que je suis en architecture, j'adore l'architecture, fait que c'est sûr que j'aime mon travail. C'est comme,
non, ça veut pas dire ça. Tu sais, c'est quoi que t'aimais l'architecture? Ben, t'aimais apprendre, t'aimais le contact d'être avec les gens, t'aimais le fait de, justement, comme je disais tantôt, d'avoir un problème, de trouver une solution, d'être créatif, mais t'es comme si je retrouve pas ça dans mon travail, ben, ça se peut que j'aime pas ça, tu sais. Ça se peut que j'aille à changer parce que c'est pas nécessairement ce que je recherche, tu sais. Fait que... Oui, et puis c'est pas forcément le domaine que tu remettais en question, Ben, à ce moment-là, c'était, c'était le domaine, C'est sûr que tu passes par toutes les phases, fait qu'à un moment, je pensais comme tout lâcher, puis j'étais comme, mais je peux pas croire que j'ai fait 8 ans pour ça, mais oui, ça se peut que je doive tout lâcher. Ouais. Puis à un moment donné, c'est ça, je me suis juste comme permis de prendre un peu de recul puis réaliser que, ok, non, c'est peut-être pas le domaine, là, c'est peut-être juste comme la façon que je le fais. Puis c'est la job, en fait. Oui, exactement. Puis tu sais, je pense qu'on a tous certains besoins, puis j'avais vraiment un sentiment fort j'avais un besoin de liberté, puis j'étais comme là, en ce moment, je l'ai pas. Puis tu sais, il y a comme plein de trucs aussi que je me serais questionnée. Fait que c'est ça, en faisant le coaching, dans la tête, j'allais là juste pour apprendre comme des nouvelles notions sur comme différents trucs, sur comment... Puis, en tout cas, c'est fou, genre juste en 30 minutes avec la coach, genre je me suis mis juste à pleurer parce qu'il y avait comme une situation particulière qui est arrivée, puis j'étais comme... OK, finalement, des fois, il y a des trucs que tu penses que ça va bien, mais profondément, tu t'es jamais écouté, puis il y a quelque chose qui va pas, tu sais, fait que c'est d'apprendre aussi à reconnecter avec toi-même, puis qui t'es vraiment, puis qu'est-ce que tu veux faire, là, fait que c'est... Ouais. Ouais. c'est comme des moments... C'est assez, comme, intense, là, c'est autant des moments super émotifs, autant joyeux, super... Tu sais, tu passes par comme une vague d'émotions, là, c'est assez... Et ça a duré combien de temps, cette formation, justement? Ben, celle-là, particulièrement, c'était pendant 3 mois, mais tu sais, il y a comme, c'était comme communauté de femmes entrepreneurs, puis encore j'ai contact avec eux, puis on peut s'écrire, puis si on a des questionnements particuliers sur plein de trucs, puis des fois, en fait, ça fait juste du bien aussi d'avoir des gens qui ont des idées de projets, qui veulent avancer, puis ça veut pas dire que tout le monde a déjà des business qui font comme super d'argent, puis il y en a qui ont même pas d'entreprise, mais qui se disent peut-être un jour je vais vouloir en faire, fait c'est juste aussi ce côté-là de se sentir supporté puis de se motiver quand on l'est moins, puis fait que c'est vraiment intéressant aussi d'avoir cet aspect-là, là. Fait que même si ça dure comme 3 mois, ben tu sais, ça fait presque 1 an maintenant que je l'ai fait, puis encore on écrit sur le groupe, puis on se motive, puis il y a des nouvelles femmes qui rentrent dans le groupe, fait que tu sais, c'est super motivant aussi, là. Ouais, et puis j'imagine aussi ça permet de prendre du recul sur sa situation, parce que toi, comme tu disais, en fait, les choses, toi, tu les vois pas forcément, mais pour d'autres, finalement, quand tu racontes ta situation, ça leur saute aux yeux, puis tu te dis, ah, en fait, c'est pas forcément moi le problème aussi, c'est... Ouais, exactement, des fois, c'est... Je veux dire, en fait, le fait que la personne te connaisse pas, c'est ça qui est parfait, parce que souvent, quand tu connais les gens, ben ça, t'oses pas leur dire qu'est-ce que tu penses vraiment, tu veux pas trop l'affecter émotivement, fait que t'oses pas le dire, alors que là, c'est quelqu'un qui est complètement objectif, qui est hors de hors de ta vie un peu, là, fait que c'est sûr que dès que tu dis un petit quelque chose, des fois, ils vont comme réaliser, ou ils te font poser, en fait, les bonnes questions qui vont te faire, toi, te poser les questions de, OK, où que j'en suis en ce moment, puis où que je vais aller et tout, là, fait que, ouais, c'est vraiment intéressant comme processus, je trouve, là. Puis justement, j'avais aussi même fait des séances pour, tu sais, comme les coachs, il y a des formations PNL, là, qui est programmation neurolinguistique. Oui, parce que c'est ça, toi, ce que t'as suivi, c'est pas pour devenir coach, c'est pour être coaché, mais c'est ça, là, ce que tu vas parler, c'est pour devenir coach, plus ou moins. Ouais, ben là, en ce moment, c'est ça, le coaching PNL, ben tu sais, il y a des coachs PNL dans la vie qui font ça. Puis moi, je le faisais juste à la base pour comme apprendre un peu plus sur ça. Comme je fais beaucoup les choses, je pense, pour apprendre puis continuer de me garder stimulée. Puis c'est ça, le coaching PNL, je trouvais que c'était vraiment ça me permettait vraiment de me poser des questions puis savoir quelles questions me poser, parce que souvent on a tendance à se poser des questions genre, mais pourquoi moi, pourquoi ça m'était comme, c'est tellement pas ça qu'il faut que tu te poses parce que ça va pas t'aider à avancer, tu sais. Fait que c'est de savoir aussi quel type de questions faut que tu te poses, c'est quoi les blocages que t'as qui fait que t'avances pas, puis qu'est-ce qui fait que t'es là où t'es en ce moment, c'est quoi les croyances que t'as qui te permettraient que si t'es enlèves, qui te permettraient vraiment d'avancer et tout. Donc c'est comme différentes questions que tu te poses, les blocages, les peurs, en tout cas, c'est comme une espèce d'analyse de toi en même temps, puis ça te permet après ça de comprendre aussi comment t'interagis dans le monde, puis comment que les gens aussi interagissent, puis en tout cas c'est comme toute une dynamique sur c'est ça. Ben, c'est un travail sur soi, en fait, là. Ça veut dire quoi, déjà, PNL? C'est programmation neurolinguistique. Ah oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est justement tout le côté plus, comment ton cerveau fonctionne, c'est quoi qui fait qu'il a été conditionné comme ça, tu sais, à partir de ta naissance, des fois, quand t'as comme 4-5 ans, c'est là que que t'es vraiment comme conditionné, puis qu'après ça, pendant toute ta vie, ben, ça va comme ça va souvent dépendre des événements comme ça. Fait que des fois, c'est d'aller retrouver ces événements-là, puis comme, qu'est-ce qui a fait que je suis comme ça maintenant, puis comme vers où je veux m'en aller maintenant que je sais ça, puis que je sais comment je suis, ben comment que je peux continuer d'avancer, ça fait que... Et ça, tu l'as fait récemment, cette formation? Ben c'était plus l'année passée,
Ben, tu sais, c'est en cours, mais tu sais, encore là, je suis toujours d'autres formations, tu sais, comme là, j'ai parlé un peu de human justement, design. j'allais en parler. Parce qu'on a parlé justement par rapport aux personnalités, où tu me disais que nous deux, enfin, théoriquement, par ma date de naissance et mon lieu de naissance, j'étais C'est Manifesting Generator. Ouais, c'est ça, C'est parce qu'il y a comme différents types de personnalités. Mais là, ça comme entre dans un tout autre sujet, là, mais c'est... ouais, non, ça, c'est vraiment intéressant. C'est plus surtout comme par rapport à ton énergie, puis comment que... C'est ça, comment t'interagis avec les autres, puis comment que... tu sais, des fois, tu réalises qu'il y a des gens qui ont pas nécessairement beaucoup d'énergie, qui sont pas nécessairement motivés, mais c'est normal aussi, parce que c'est pas tout le monde qui est comme... le feu au derrière, puis c'est comme ok, go go go, on avance, puis c'est pas tout le monde qui est comme ça, on n'est pas toutes faites de même. Fait que tu sais, il y en a qui sont plus posés, qui vont en tout cas c'est vraiment comme une grosse un autre module là, les human design, mais c'est ça, je commence aussi un peu plus à m'intéresser à ça là, fait que en tout cas ça me permet en fait de continuer d'en apprendre plus sur moi, sur comment je réagis, puis sur les autres aussi, tu sais, justement comme on en a parlé, fait que je trouve ça vraiment intéressant, puis je trouve que ça me permet de moins, mais pas de moins juger dans le sens que j'essaie de pas juger les gens là, puis genre c'est justement ce que je veux pas faire, mais tu sais souvent on a tendance à juger nous-mêmes. Oui, c'est naturel, enfin c'est naturel. Fait que tu sais on juge, fait qu'au moins quand tu comprends pourquoi que tu fais les choses puis d'où que ça vient, tu sais des fois t'es comme ah ben oui, c'est vrai, tu sais je suis vraiment quelqu'un qui est perfectionniste parce que telle chose, ben tu finis par un peu plus comprendre puis t'es plus tolérant je trouve envers toi puis envers les autres, puis justement c'est normal que des fois t'aies pas tout le temps l'énergie puis t'aies besoin des pauses parce que ton corps est fait comme ça. Fait que tu sais c'est comme intéressant, je trouve, d'étudier ça, puis tout en lien aussi avec ton cerveau, puis en tout cas, plein de sujets aussi qu'on pourrait discuter pendant des jours, là, mais finalement, tout ça, c'est lié parce que, en fait, le cheminement que tu viens de nous expliquer, là, ben, ça semble vraiment lié. En fait, t'as commencé à te dire qu'est-ce qui va pas, j'aime voyager, etc. Donc tu pars en voyage, puis tu te rends compte de certaines choses. En parallèle, tu fais du coaching. Donc, en fait, tout ça, c'est lié. C'est vraiment le fait de se poser des questions et de jamais prendre les choses pour acquises. Ouais, exactement, c'est ça, c'est se remettre en question. Puis, tu sais, comme tu dis justement, de pas prendre les choses pour acquis, parce que souvent, j'ai tellement l'impression que on va comme accepter ce qu'on a parce qu'on se dit ça a toujours été comme ça, tu sais, mais c'est pas parce que ça a toujours été comme ça que ça peut pas changer non plus. Tu sais, si tu veux plus que ça soit comme ça, ben tu peux changer les choses aussi, tu sais. Fait que oui, c'est ça, je pense que c'est comme ça a été beaucoup de remise en question. Puis tu sais, des fois, justement, quand on parlait tantôt d'essayer des choses, mais je pense que c'est tous ces petits trucs-là que j'ai pu essayer, que je réalise avec du recul, qui était comme, ben, c'est grâce à tout ça, finalement, que j'ai essayé, que même si, oui, je pensais pas que ça allait m'amener quelque part, ben, finalement, ça m'a quand même amené dans mon bagage comme quelque chose, puis ça m'a fait grandir aussi, là. Fait que je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, là, justement, en essayant comme plein de petits trucs, tu peux réaliser aussi ce qui te passionne puis qu'est-ce que t'aimes vraiment, là, fait que... Oui, puis ce qui est important aussi de se dire, c'est qu'il y a la question de rien n'est acquis définitivement, puis il y a aussi la question du fait qu'on évolue. Moi, je me rends compte vraiment depuis l'année Covid, là où on a dû tout forcément remettre en question nos habitudes, etc. Puis en plus, il y a régulièrement des changements entre reconfinement, déconfinement, ça c'est autorisé, ça c'est plus autorisé. Donc on essaie de se mettre des habitudes en place, puis finalement des fois ça marche pas parce que les choses sont annulées, donc tu peux plus faire finalement les petites choses que tu avais prévues, etc. Mais je trouve vraiment, je me suis rendu compte que rien n'était... En fait, quand je suis sortie des études, tu sais, j'avais l'impression que j'étais là, bon, ben, ça y est, je suis lancée sur le monde du travail, c'est bon. Ça est facile, la route est faite. Ouais, la route est faite, ouais, c'est ça. Continuer. Mais non. Et en fait, tu commences à travailler quelque part, tu commences à faire à avoir une routine et tout, et puis tu te rends compte, tu dis, ouais, mais là, ça me convient pas. Du coup, tu changes, pendant un moment, ça te convient, puis ça te convient plus. Et là, en ce moment, je me rends vraiment compte... j'ai l'impression que mes routines elles peuvent pas durer plus de 1 mois sinon je m'ennuie, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, mais du coup c'est important aussi de remettre ça en question, je trouve. Ouais, ben c'est ça, c'est de pas rester comme une espèce de pilote automatique de je vis ma vie puis ça avance tout seul. C'est justement des fois de prendre des pauses puis de se poser des questions comme hey, est-ce que je m'en vais vraiment en bonne place? Est-ce que je suis vraiment comme sur le bon chemin ou je devrais pas être comme complètement à l'opposé? Tu sais, c'est sûr que justement ça te permet des fois c'est tough là parce que justement tu as comme des claques d'en face de OK, mais pourquoi je suis rendue là puis qu'est-ce que je veux faire maintenant? Tu sais, c'est vraiment pas ce que je veux faire. Puis c'est tough de faire les réflexions aussi là, parce que tu te remets complètement en question, puis tu te remets comme tout ce que tu as fait avant en question, mais tu sais au final je pense qu'il faut pas être trop dur avec nous dans le sens que je veux dire si on est passé par là, c'est parce qu'on avait à passer par là, puis ça nous a permis d'être qui on est en ce moment, puis de faire le processus, puis ça t'a amené le bagage où t'es en ce moment. Fait que tu sais c'est pas un c'est ça, faut pas être trop dur avec nous de dire j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. T'es comme non, c'est grâce à tout ça que finalement t'es rendu là en ce moment, tu sais. Fait que c'est juste qu'à partir de maintenant
vers où tu veux continuer, tu sais. Tu veux-tu justement, bon, mais je vais prendre la prochaine sortie puis revirer de bord, ou non, je vais continuer puis je suis dans la bonne direction, tu sais. Exactement, ça me fait penser ce que tu dis en ce moment, je suis en train de lire, enfin, j'ai commencé hier, mais c'est pas très long à lire, c'est un livre québécois, ça s'appelle Le Manuel de la vie sauvage. Je sais pas si tu l'as lu ou si t'en as entendu parler. C'est qui Je me souviens plus du nom de l'auteur. Attends, je vais chercher. C'est Manuel de la vie sauvage de Jean-Philippe Baril-Guérard. Donc c'est un auteur québécois et en fait justement il explique enfin c'est un entrepreneur qui a vraiment réussi. Enfin en fait c'est comme un récit. C'est pas forcément un livre plus ça ressemble à du développement personnel, mais c'est plus un récit. En histoire, un peu. En histoire. Et en fait, dans le livre, il explique que si là on est arrivé là aujourd'hui, c'est justement parce qu'il a, il explique qu'il a fait un job étudiant, puis qu'il a fait une erreur. C'est genre il a créé un logiciel pour améliorer la vie de son entreprise, mais en fait il a pas pensé à la propriété intellectuelle. Il s'est dit le logiciel que j'ai codé, je vais pouvoir le revendre. En fait non, puisqu'il a travaillé sur les heures de l'entreprise, il appartient à l'entreprise. Mais bon, en tout cas, je l'explique un petit peu mal, mais c'est marrant parce qu'il montre, en fait, il dit si j'avais pas fait cette erreur là, j'en serais pas là aujourd'hui, en fait. C'est exactement ce que tu racontes, c'est que puis c'est fou des fois, juste comme des fois je prends juste un événement comme vraiment basic dans ma vie, juste comme un petit moment, puis t'es comme ok, mais ça c'est arrivé à cause de telle chose, puis ça à cause de ça, puis ça à cause de ça, puis t'es comme j'ai jamais rencontré cette personne là, puis j'avais jamais été à cet endroit là, puis j'avais jamais, tu sais, c'est comme plein de petits trucs que tu réalises que finalement c'était comme tout finit par se construire pour être où t'es en ce moment, tu sais. Fait que c'est vraiment je trouve ça tellement fascinant de tout ce côté-là, c'est et puis des fois des trucs que t'as vécu des années avant ou des mois avant, t'oublies, puis ensuite ça te revient dans la phase positivement ou négativement, mais en tout cas ça peut finalement te servir alors que tu t'y attendais pas du tout, quoi. Ouais, non, c'est fou. Et justement, t'as fait quand même beaucoup de chemin depuis l'année dernière, on en parlait, puis tu t'es beaucoup remis en question. Et récemment, t'as créé un podcast. Donc en fait, tu l'avais créé il y a plus longtemps que ça. En fait, on en avait parlé je pense en avril ou en mai. J'étais comme oui, j'ai trop envie de faire un podcast, regarde ça, puis j'avais commencé un peu à faire. Finalement, bon, c'est parmi toutes ces idées de projet-là que je commence puis que j'avais jamais fini. Puis finalement, puis à un moment donné, j'ai même dit je pourrais peut-être faire un blog. À la place, c'est peut-être mieux que je l'écrive. Puis là, finalement, je réalisais que non, tu sais, écrire, j'aime ça le faire pour moi. Mais j'ai tellement l'impression d'écrire en parlant que j'étais comme peut-être que j'aime mieux le dire finalement, puis j'aime mieux comme le partager comme ça. Fait que c'est pour ça que finalement j'ai décidé, en tout cas on va peut-être en parler là, mais ouais, c'est ça. Et justement, donc du coup t'as créé le nom du podcast, le logo, etc. T'as créé ça en mai, je pense. Enfin, en tout cas, tu m'avais partagé un petit peu. Puis là, récemment, au mois de décembre, en fait, tu t'es dit, pourquoi je le ferais pas maintenant? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous parler du contenu, de comment tu procèdes, les sujets que tu abordes et puis que tu souhaites aborder dans le futur. En fait, c'est ça, à la base, ça avait été vraiment comme une espèce d'envie de partager ce que j'avais un peu appris comme à travers tout ce chemin-là. Puis je trouvais ça tellement difficile aussi avec le confinement qu'on était toutes seules. Puis j'étais comme, je trouve ça difficile qu'on ait personne avec qui échanger dans ces moments difficiles-là. J'ai l'impression qu'on est toutes comme en réflexion avec nous-mêmes et qu'on n'a pas personne avec qui parler. Fait que je me suis dit que ça serait comme la bonne occasion de pouvoir partager, puis ça va comme lancer une discussion, puis les gens vont pouvoir comme commencer à s'écrire et tout. Fait que c'est ça, j'ai décidé de commencer le podcast. Puis oui, effectivement, en avril-mai, j'avais comme fait un logo, trouvé un nom et tout, mais j'avais comme laissé ça un peu de côté parce que je pense, en fait, comme maintenant, en ce moment, j'ai la réalisation que si j'avais commencé là, j'étais pas encore partie en van, j'avais pas encore comme décidé de changer d'emploi, fait que tu sais, ça a été complètement différent, puis je pense juste que ça devait pas être à ce moment-là en fait que ça allait être fait. Puis c'est vraiment parfait parce que maintenant j'ai encore plus cheminé depuis ce moment-là, puis justement c'est ce côté-là d'être capable de trouver son bien-être, puis de créer la vie qu'on a vraiment envie, puis de pas juste être dans cette espèce de routine-là que tu fais la même chose sans te poser de questions, mais de décider qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te fait du bien, puis de vraiment justement créer la vie qui t'inspire. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire le podcast Grandir en toute simplicité. Donc c'est vraiment comme différents sujets là, puis c'est des épisodes assez courts pour le moment parce que je trouve ça bien, ça donne juste comme une espèce de petit aperçu de différents sujets que j'ai envie de traiter, tu sais, que ça soit notre gestion du temps, tu sais, par exemple qu'on dit on n'a jamais le temps, mais tu sais, est-ce que c'est parce que t'as pas le temps ou parce que tu le prends pas, tu sais. Fait que des fois c'est comme juste des petites notions comme ça que par rapport à ce que moi j'ai vécu que j'avais envie de partager, parce que des fois on dirait que c'était comme
justement, c'était rendu un acquis. J'étais comme, mais pour moi, je sais pas, je me sentais bien, ça allait bien. Puis oui, dans mon travail, ça avait été difficile, mais dans ma vie à l'extérieur, ça allait super bien. Puis tu sais, je me sentais heureuse. Puis en même temps, je me disais, j'ai-tu le droit d'être heureuse quand que finalement, il y a des événements comme ça autour de moi qui se passent, que ça va pas bien. Puis, fait que c'était aussi d'essayer de comprendre, justement, ces systèmes-là. Puis après ça, d'essayer de les partager pour que si ça puisse inspirer les gens, justement, aussi à, se créer la vie qui les inspire, que ça puisse le faire. Puis que, justement, là, ça donne envie aux gens. En fait, j'avais juste envie de donner comme l'énergie en trop que j'avais dans tous les projets, dans les trucs, de redonner cette énergie-là aux autres pour qu'ils puissent aussi, en fait, retrouver leur bien-être, puis qu'ils puissent... oui, puis partager ce qui a marché pour toi aussi. Oui, exactement, parce que, en fait, je pense que c'est ça aussi que j'avais remarqué, c'était que j'ai lu tellement de livres, puis on en a parlé comment on a lu de livres en 2020, parce qu'évidemment, je veux dire, on avait du temps, fait qu'on on a fait des choses. Fait que là, on a lu des livres. Fait que tu sais, j'étais comme, au début, je réalisais que je lisais les livres, puis je me disais, c'est des livres, ça va être le livre qui va transformer ta vie, ça va être génial. Puis tu lis ça, puis t'es comme, OK, mais ça change rien. Parce que je réalisais que je le mettais pas en application, puis je trouvais que c'était ça qui était difficile, c'était le moment de passer du théorique au pratique, de le mettre en application. Puis je me dis, si je peux prendre cette théorie-là, puis là, vu que mettons, il y a des événements que j'ai vécus, si je suis capable de le partager puis de le mettre un peu plus concret pour que les gens puissent le faire aussi, tu sais, ça peut les aider. Puis justement, tu sais, je partage ça tellement comme ouvertement et humblement parce que je veux dire, je suis pas parfaite, puis je suis pas rendue au bout du chemin non plus. Je veux dire, on est tous en processus, fait que c'est vraiment comme juste partager un peu les notions que j'ai appris puis que j'ai mis en pratique, puis en espérant que ça inspire les gens à faire de même. Et puis c'est des textes que, tu le dis, que c'est des textes que t'as écrit beaucoup le matin parce que t'as une routine où tu te lèves tôt. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu, tu sais, de ta routine, de ce qui te fait du bien, Oui, dans le fond, je me lève à 5 heures. Mais ça a tellement pas toujours été comme ça. Puis, en fait, j'étais vraiment le genre de personne qui disait « je suis pas matinale, je me lèverai jamais tôt. » Tu sais, je me levais 15 minutes avant de partir pour aller à l'école, au travail, puis j'étais comme « c'est parfait comme ça, je veux pas me lever plus tôt. » Puis à un moment donné, justement, quand tu réalises que tu travailles puis que tu vas faire ça pendant, comme, tu fais 40 heures semaine puis que tu vas faire ça pendant 40 ans de ta vie, tu trouves qu'il te manque de temps quelque part. Fait que là, je me suis dit « il faut que je trouve du temps. » Puis là, j'ai lu des livres, justement, qui parlaient de, comme, la routine matinale, de se lever le matin et tout. Fait que... j'avais commencé ça, tu sais, au début, c'était peut-être comme 15 minutes avant mon heure normale pour prendre un peu le temps de mieux déjeuner ou après ça une demi-heure pour intégrer un peu l'exercice. Puis à la longue, ça a fait en sorte que justement, j'ai comme intégré différents trucs. Puis là, des fois, me lever 1 heure plus tôt, c'était pas assez. J'étais comme, j'ai envie de prendre plus de temps pour moi, de vraiment comme avoir un moment le matin à moi qui me fait du bien. Fait que là, c'est pour ça que quand je me lève, c'est pas mal 5 ou 6 heures, là, c'est dans ces environs-là. 7-8 heures, 8 heures, là, ça commence à être tard, là. Puis je me lève plus vraiment à 8 heures, là. Mais c'est ça. Habituellement, c'est 5-6 heures. Puis c'est ça. Je me lève. Puis la première chose que je fais, là, je fais mon lit, premièrement. Parce que souvent, justement, ça, c'est un truc acquis que je me dis, mais je fais mon lit, c'est évident. Mais à un certain point, en fait, à un moment donné, je me suis levée pendant la nuit. J'ai fait mon lit. J'étais allée aux toilettes puis je suis revenue. Puis j'étais comme, OK, sans m'en rendre compte, j'ai fait mon lit, là. Ça, c'était comme un peu intense. Mais c'est comme la première petite action dans la journée que tu fais comme, OK, j'ai comme réalisé quelque chose, j'ai fait mon lit, ma journée commence. Fait que tu sais, genre, c'est ça, je commence, je fais mon lit, je bois de l'eau, puis je commence à bouger tout de suite parce que je sais que si, par exemple, je me lève pour lire, c'est trop relax pour moi, fait que je vais pas avoir envie, ça va m'endormir, ça me donnera pas envie de me lever, puis je vais être comme, je pourrais rester couchée dans mon lit en lisant. Fait qu'au moins, quand il faut que je bouge, faire du yoga, des exercices, peu importe ce que j'ai envie de faire, au moins, je me lève pour bouger. Fait que je me lève, je fais à peu près un 20 minutes, 30 minutes, c'est ça. Plus souvent, yoga, parce que, vu qu'en même temps, je me lève, qu'il est 5 heures, j'ai envie de, comme, bouger, mais... Oui, t'as pas envie de faire, genre... Tu sais, oui, des fois, je vais faire un peu, c'est ça, oui, des fois, je vais faire un peu des push-ups, tout dépendant comment je suis, ou des trucs comme ça, mais j'ai envie de plus, comme, réveiller mon corps, puis, tu sais, prendre conscience de, OK, aujourd'hui, j'ai un peu mal dans le dos, fait que j'essaie de faire des exercices plus comme ça, puis justement, apprendre à écouter mon corps, les signaux que ça me dit, ou que je suis un peu bloquée, pis des trucs comme ça, fait qu'essayer de bouger en fonction de ça. Puis par la suite, après avoir bougé, souvent, je fais de la méditation, fait que, mettons, 10 minutes. Puis encore là, tu sais, une fois j'ai commencé, je faisais 1 minute, 2 minutes. Puis il y avait des applications vraiment, je pense que c'est Headspace, une affaire de même. Puis c'est ça, c'était des séances de juste 1 minute ou 2 pour comme t'habituer avec la méditation. Puis tu sais, souvent on pense que c'est un peu genre dans les airs de genre il faut méditer, il faut faire le vide. Puis t'es comme ouais non, c'est pas tout à fait ça. Tu sais, c'est juste te recentrer sur toi, sur ta respiration, puis essayer faire le vide dans ta tête un peu aussi. Oui, puis tu sais, c'est même pas nécessairement faire le vide dans le sens que s'il y a des pensées qui arrivent, c'est correct aussi, tu les laisses arriver, mais tu les laisses repartir aussi, tu sais. Fait que c'est juste d'être conscient aussi qu'est-ce qui passe, parce que des fois, c'est le même genre de pensée qui arrive. Fait que tu sais, c'est d'en prendre conscience.
Fait que c'est ça, c'est vraiment comme une espèce de moment juste que t'es comme plus apaisé, puis que tu vas, c'est ça, écouter ton corps, écouter comme les sensations que t'as dans ton corps, suivre ta respiration et tout. Donc ça, habituellement, je fais à peu près 10-15 minutes, puis après ça, j'aime bien écrire. Fait que ça, en fonction de qu'est-ce qui s'est passé dans ma méditation. Des fois, puis en fait, quand j'écris, j'ai à peu près 95% du temps aucune idée qu'est-ce que je vais écrire. Tu sais, souvent, je sais même pas comment commencer, fait que des fois, parce que je fais la méditation avec une application, fait que souvent, c'est plus une méditation guidée, fait que peut-être sur les 10-12 minutes, ils vont parler 3 minutes, c'est un peu au début, un peu à la fin, mais au moins, ça te comme fait, ça t'ouvre, ça te ferme ta séance. Puis, il y a toujours une petite citation dans cette application-là, fait que ça finit toujours avec une citation, puis des fois, je fais juste écrire dans mon cahier cette citation-là, puis ben là, je commence mon texte comme ça, tu sais, genre selon ce que ça m'inspire. Puis des fois, je me force toujours, je m'oblige, là, mais je me dis toujours que je veux écrire une page, parce que, tu sais, au début, les 2-3 premières lignes, si tu dis juste je vais écrire 2 phrases, ben il y a rien qui va vraiment sortir, mais à la longue, ben... C'est l'écriture automatique, en fait. Ouais, exactement, tu fais juste comme écrire, puis au début, quand je commençais à écrire, j'écrivais vraiment tout ce qui me passait dans la tête. Genre, je sais pas quoi écrire en ce moment. Je sais pas à quoi penser, je sais pas Puis j'écrivais ça, là, genre, littéralement, puis là, je me laissais, tu sais, genre, j'écrivais tout ce que j'avais en tête, puis à un moment donné, à la longue, d'écrire comme un peu plus automatiquement, mais il y a des choses qui arrivent, puis tu finis par comme... Vraiment, il y a des sujets, mettons, que je retrouvais plus souvent, puis là, je commençais vraiment à écrire, puis des fois, je me posais une question avant de commencer à écrire. Fait que différents types d'écriture comme ça, mais je trouve que c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien, parce que, justement, ça me permet de reconnecter un peu plus, des fois avec un peu l'inconscient, dans le sens que tu sais pas trop qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui vient tout le temps, mais en l'écrivant puis en te laissant aller, ben ça finit par ressortir aussi. Fait que ça, je dirais que dans le fond, je fais comme c'est ça, je bouge, je fais la méditation, je lis, puis après ça, j'ai comme non, ça c'est plus comme ton corps, ta tête, ton esprit, puis après ça ton cœur. Fait que là, mon cœur, c'est plus qu'est-ce que j'aime. Fait que qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est soit lire, c'est soit jouer du piano, c'est soit dessiner, c'est soit... Fait que c'est comme quelque chose qui est plus comme qui va me passionner, puis ça peut être des formations, ça peut être justement comme toutes les idées de projet, genre enregistrer un podcast, tous ces trucs-là, souvent je le fais avant 7-8 heures parce que c'est comme dans mon heure ou deux de moment à moi que là je fais comme vraiment qu'est-ce que j'aime dans la session. T'as de l'énergie aussi. Où j'ai de l'énergie, parce que clairement le matin, t'as plus d'énergie qui est rendue à 9h le soir. Ouais, c'est ça. Fait que... Après, ça dépend pour les personnes, je pense que, tu sais, il y en a qui sont plus du soir, mais oui, en effet, t'as raison que souvent le soir, t'es écrasé par ta journée. Ouais, exactement, puis t'as toute ta journée dans le corps, puis en même temps, comme je disais tantôt, j'étais tellement pas quelqu'un matinal. Là. Moi, je me couchais, il était comme 2-3 heures du matin, puis je travaillais dans les projets d'école jusqu'à 3-4 heures, puis je m'en rendais même pas compte qu'il était rendu 4 heures du matin. Genre, j'étais tellement motivée, puis j'avançais mes trucs. Fait que je pensais jamais, justement, à me lever à 5 heures dans ma vie, parce que je me disais que j'étais pas quelqu'un matinal, puis à un moment donné, ben, quand tu te forces à le faire, ben, tu réalises que t'aimes ça le matin, que t'es comme premier réveillé, puis tu sais, oui, là, je dis ça, c'est, genre, j'aime ça les matins que je le fais, mais il y a des matins que je le fais pas, parce que on dirait que j'ai comme pas cette énergie-là, puis je m'autorise à pas le faire, puis je suis comme, au début, justement, je me disais comme, oh my god, j'ai pas fait ma routine matinale, puis, mais je le sens quand même dans ma journée que j'ai moins d'énergie, je suis un peu moins motivée aussi quand je me suis pas levée pour faire ça, mais je me permets quand même de pas le faire, là, tu sais, je veux dire, justement, on n'est pas parfait, faut pas toujours se dire qu'on va le faire à tous les jours, puis que ça va bien, puis tu sais, les premiers mois que je l'ai fait, je pense que parce que avec l'application de méditation, je savais quand je m'étais levée parce que ça le disait directement. Mais tu sais, j'ai vraiment fait un 3 mois intense. Chaque jour, je me suis levée à 5 heures. Peu importe ce qu'il Peu arrive. importe la fin de semaine, le samedi, le dimanche, peu importe ce qui arrive, peu importe, parce que là, évidemment, quand tu te lèves à 5 heures, tu te couches pas à 1 heure du matin. Tu sais, il est plus comme 9h30, 10h. Mais même si je me couchais puis il était rendu 11h ou minuit, ben, je me levais quand même à 5 heures, puis là, je réalisais comment que de m'être couché tard, ça m'aide pas. Fait que là, ça me permettait d'avoir comme un meilleur cycle de sommeil aussi, puis de me dire, bon, ben là, faut vraiment que j'aille me coucher tôt, parce que, je veux dire, rendu à 11h, là, qu'est-ce que je faisais? Là, j'écoutais des émissions, puis j'étais écrasée sur mon sofa depuis 3 heures, fait que ça changeait rien. Fait que j'aimais mieux comme prendre du temps, puis me lever le matin pour vraiment faire ce que j'avais envie, avec l'énergie que j'avais. Fait que, ouais, je pense qu'en gros, ça ressemble pas mal à ça, la routine, là. Fait que vraiment comme bouger, prendre du temps pour ta tête, ton cœur, puis ton esprit. Je pense que c'est vraiment comme les points majeurs. Puis tu sais, souvent, il y en a qui vont dire, ah ben moi, je vais vous faire des affirmations, de la visualisation. Il y a comme plein de techniques aussi, plein de choses que tu peux faire le matin, mais je pense que aussi c'est important de savoir pourquoi tu te lèves le matin puis pourquoi tu le fais. Tu sais, pas juste parce que je viens de te dire qu'il faut que tu te lèves à 5 heures. Tu sais, c'est juste parce que est-ce que tu veux vraiment le faire puis qu'est-ce que tu recherches là-dedans aussi. Je pense que c'est ça l'important dans tout ça. Là. Et t'arrives à travailler naturellement à 5-6 heures? Ça dépend. Il y a des fois... Mon chat, je dirais que mon chat, il m'aide bien. Dans me lever à 5 heures, on dirait qu'il a compris ma routine de 5 heures, puis là, à 5 heures moins 2, il miaule. Fait que là, ça me réveille.
Mais non, sinon, je mets un cadran. Puis, tu sais, oui, il y a des moments qu'à force de faire, je finissais par me réveiller vraiment automatiquement. Mais là, je dirais qu'avec comme le fait que le soleil se couche plus tôt, que genre... Parce que, tu sais, avant, en fait, je me réveillais tôt parce que le soleil, à 5h15, il était levé. Fait que 5h, quand je me levais, il se levait aussi. Fait que ça allait bien. Mais quand là, il est comme 7h30 quand il se lève, ben c'est sûr que c'est plus difficile de se lever automatiquement. Fait que c'est sûr que je mets mon cadran, puis il y a des fois que je suis comme, OK, non, aujourd'hui, je vais mettre... Demain, je me gâte, je le mets à 6h. Là, je suis comme... Ça fait une différence. Ça fait une différence, mais en même temps, je suis quand même déçue de pas avoir 1 heure de plus. Je suis comme, OK, ça veut dire que j'ai juste 2 heures avant de commencer à travailler. Tu sais, fait que c'est comme... je pense que c'est ça, quand tu commences à savoir pourquoi tu le fais puis que ça te fait du bien, mais en même temps, t'aimes ça, te lever plus tôt puis avoir de l'énergie pour le faire, parce qu'effectivement, c'est vrai que rendu le soir, t'as plus nécessairement toute cette énergie-là pour faire tous les projets que t'as envie ou toutes les idées. Surtout en hiver. Ouais, exactement. La nuit tombe super tôt, puis... C'est plus difficile, c'est sûr. Et aussi, tu parlais de livres que t'as lus. Toi et moi, on lit beaucoup. Et toutes les deux, on a la liseuse Kobo, donc c'est en plus super pratique. Ouais, pratique pour lire un peu n'importe où. Ouais, c'est ça. Et est-ce que t'as des exemples de livres qui t'ont marqué récemment, plus ou moins récemment, puis que tu pourrais conseiller aux auditeurs? Mon Dieu, un choix de livres, c'est tellement tout le temps difficile. C'est tellement différent. Mais je pense qu'un des comme premiers livres que j'ai lu qui m'a vraiment marqué, c'est Ta deuxième vie commence lorsque tu réalises que t'en dis... En bref, le long de le titre de 2 pages. Là, je l'ai lu cet été, ouais. Ta deuxième vie commence lorsque tu réalises que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Fait que tu sais, c'est vraiment comme sous forme histoire, un peu plus facile à lire que genre commencer dans un livre de développement personnel, super avec des concepts un peu plus techniques et tout. Fait que je trouvais ça vraiment bien. Kilomètre zéro, puis Respire, je pense que vous avez lu aussi de Maud Ankawa. Ouais, exactement. C'est vraiment des livres qui sont comme plus légers à lire puis qui font du bien aussi à lire. Sinon d'autres idées, c'est juste qu'il y en a comme tellement en même temps, mais ouais, je sais pas, il y en a juste trop, ça dépend vraiment, parce que tu sais, des fois c'est un peu plus comme justement sur la routine matinale, sur tes habitudes, sur comment que ton cerveau fonctionne, sur tu sais, comme tellement de petits trucs, fait que ça dépend aussi des intérêts des gens, comme par où commencer, mais je trouve aussi que les histoires un peu, en fait les livres sous forme d'histoire, des fois c'est un peu facile d'aborder le sujet. Oui, quand c'est trop théorique et... Ouais, exactement. Des fois, t'as l'impression que c'est peut-être un peu trop comme perché, comme diraient les Français. Un peu trop comme dans les airs, un peu trop... c'est ça, genre des concepts qui s'appliquent pas vraiment. Fait que je trouvais que c'était ça aussi qui était difficile. Des fois, c'est quand que t'es pas capable de le mettre en action, en action concrète, ben c'est plus difficile. Fait que d'avoir comme des histoires, puis d'avoir tu suis des personnages qui font des actions, des fois, ça aide aussi à embarquer dans ce sujet-là. Mieux t'identifier, en plus. Ouais, exactement. Puis après ça, ben ça te permet aussi d'embarquer dans les autres types de livres un peu plus poussés, puis un peu plus... Et justement, je me demandais, tu sais, tu parlais du fait que t'as besoin d'être stimulé, de tout le temps apprendre, et c'est pour ça que tu fais souvent des formations. Moi, je suis un peu pareil, j'ai tout le temps besoin d'apprendre, etc. Et en ce moment, j'ai une petite nostalgie pour la vie étudiante quand même. Mais c'est pas forcément juste le fait d'apprendre, mais le fait de revenir à l'université, tu sais, de me dire, tu gères ton temps comme tu veux, puis... ouais, je pense que j'ai eu cette réflexion justement cette semaine, que j'étais comme, hey, c'était le fun, tu sais, t'arrivais, tu sais, oui, t'avais des travaux, mais tu faisais un peu les travaux que tu voulais, puis t'avais du temps, puis... Je pense qu'on avait moins de temps, enfin moi personnellement j'avais l'impression que j'avais moins de temps que maintenant, parce qu'en soi t'as moins de temps personnel, que 40 heures semaine, tu vois, parce que à l'école je pense on avait une capacité de travail énorme, enfin on travaillait beaucoup plus que 40 heures semaine, tu vois. Ouais, puis je pense qu'en archi c'était aussi assez particulier là, dans le sens qu'on faisait ça comme 24 heures sur 24 puis tu voyais pas ta famille parce que genre, t'étais trop là-dedans là, mais on dirait que c'était comme le fun, ce côté-là, genre de liberté, que tu te lèves à l'heure que tu veux, tu travailles quand tu veux, si t'es motivé, tu travailles, si tu l'es pas, tu travailles pas. Tu veux un jeudi te prendre une journée off, aller au cinéma, tu le fais. Ouais, exactement. Tu travailles le week-end à la place. C'est ça. Moi aussi, j'ai comme cette espèce de nostalgie-là, des fois, de un peu plus... c'est un peu plus de liberté, mais bon, en même temps, c'est d'autres avantages, là, parce que là, t'as pas de devoir la fin de semaine, t'as pas de devoir tout court, ça, c'est juste le fun aussi, là. Et est-ce que toi, tu te reverrais un jour reprendre des études, mais pas forcément juste une formation en ligne, mais tu sais, reprendre vraiment des études où tu quittes le monde, temporairement du travail, puis tu reviens à l'université, ou est-ce que pour toi, j'avoue qu'après 8 ans, là, c'est comme, ok, c'est assez. Fait que je pense que c'est pour ça aussi que je fais comme peut-être plus des petites formations ici, là, qui est comme plus vraiment spécifique à ce que j'ai envie d'apprendre, que me dire, je vais faire un autre 3 ans pour faire un bac en quelque chose particulier. Puis tu sais, je réalisais aussi que à l'université, ça t'a appris à rechercher puis à apprendre par toi-même. Fait que je pense aussi que
c'est cette notion-là que je garde comme dans mon quotidien, dans le sens que je me développe par moi-même, puis je vais faire des formations ici et là par rapport à ce que j'aime, puis c'est ça. Je me revois pas nécessairement maintenant refaire une longue séance de par exemple refaire un bac ou une maîtrise, quelque chose comme ça, mais juste de me former dans mon quotidien. Ouais. Moi, j'ai comme une nostalgie de l'université en ce moment, dans le sens que j'ai une nostalgie de retourner à l'université, mais en fait, je me dis, si ça se trouve, ce qui me conviendrait, c'est plutôt d'être prof, tu vois, plutôt que d'être ouais, c'est ça. Des fois, je me dis ça pourrait être le fun aussi. J'aimerais vraiment ça, ouais. Mais enfin, en tout cas, pour l'instant, on n'est pas là, mais éventuellement, c'est peut-être ça. Ouais, non, c'est ça. Oui, je me demandais également, est-ce que tu as un endroit préféré à Montréal? Et pourquoi? Un ou des endroits Alors, bon, c'est sûr que là, c'est difficile. Ça fait à peu près 1 an qu'on n'a pas pu sortir chacun de chez nous, là, mais un endroit préféré à Montréal. Là. Mais moi, en fait, c'est ça, comme j'avais dit tantôt, j'ai étudié à Sherbrooke, fait que je viens de Sherbrooke, fait que je suis quelqu'un qui est comme plus du côté nature et tout. Fait que c'est sûr que j'aime bien aller me promener dans les parcs. Comme là, j'habite proche du parc Jarry, fait que j'aime vraiment aller me promener, puis juste comme marcher dans les petits sentiers, faire le tour. Fait que je pense que c'est plus les parcs, en fait, à Montréal que j'apprécie vraiment. Ouais, pour le côté un peu plus nature qu'on peut retrouver dans la ville, en fait. Je pense que c'est... Fait que pas nécessairement de place spécifique, mais juste comme les petits parcs ici, là, qu'on retrouve un peu, puis qu'on peut aller faire du patin, puis qu'on peut aller faire... C'est ouais, je pense que c'est... Ouais. Oui, on peut faire du ski de fond, des raquettes dans les parcs à Montréal. La glissade, tu peux faire n'importe quoi, là, il y a plein de... C'est trop drôle parce que même hier soir, je suis allée faire du patin sur la petite patinoire à côté de chez moi. Et c'est vraiment un petit parc tout petit, mais il y avait quand même des gens qui faisaient du ski de fond. Tu vois, ouais, c'est vraiment... c'est fou, on dirait qu'il y a comme des pistes de ski de fond qui se fait partout dans la ville. En plus, avec le confinement, il pourrait y avoir les routes pour des pistes de ski de fond, tu sais. Clairement, c'est ça. Et comment tu vois Montréal dans 5 à 10 ans? Comment je vois Montréal dans 5 à 6 ans? C'est tellement... 5 à 10 ans, plutôt. 5 à 10 ans, ouais. C'est tellement particulier parce que, justement, je suis pas quelqu'un qui a évolué à Montréal depuis toujours, tu sais. Fait que des fois, je pense qu'il y a des gens qui ont comme une appartenance vraiment à Montréal, qui ont vu un peu les quartiers, mais justement, qui ont vu les choses évoluer. Mais je pense que j'imagine Montréal comme un peu... Tu sais, en fait, je pense qu'il y a comme plein de petites initiatives qui se fait ici, là, tu sais, que ça soit comme Villeray, le plateau. Il y a comme plein de petits quartiers, que ça soit plus écolo ou plus... qui sont vraiment plus conscients, je pense, de ce qui se passe, puis qui vont commencer à... Ben, là, en plus, avec le confinement, que, tu sais, on voit que les tours, ils sont même plus utilisés, puis les tours comme ça, fait que... Oui, les gens se recentrent sur leurs appartements. Ouais, exactement, sur la communauté, sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Puis, tu sais, même si on peut pas se voir, il y a des groupes de quartiers qui vont se créer, puis échanger des objets entre eux, puis... Fait que je pense que c'est comme cette espèce de petit côté-là coopératif que les gens vont retrouver, puis je pense que ce côté-là de manque de relations qu'on va avoir eu va vouloir se refaire sentir encore plus fort, puis que les gens vont se mettre en communauté pour pouvoir faire avancer aussi la ville. Je pense que ça va peut-être comme ce côté-là qui va sortir. C'est vrai que déjà d'une part Montréal, je pense que surtout les quartiers que t'évoques, moi j'habite au Hochelaga, puis c'est un peu pareil aussi, c'est des quartiers assez résidentiels, et puis je pense que les gens qui habitent dans ces quartiers-là sont les propriétaires, donc ce sont des gens qui vont investir du temps et qui veulent qui vont rester là, qui veulent vraiment que le quartier soit à leur image. Ouais, exactement. Puis il y a aussi, je pense, tu sais, moi qui viens d'Europe et où quand même les choses sont très cadrées, tu sais, genre chaque espace est déterminé, tu vois, là t'as un parc, là cet espace est privé, cet espace est public, etc. À Montréal, il y a plein d'espaces qui sont entre-deux, qui sont libres. Du coup, les gens, par exemple, tu sais, je veux dire, au pied des arbres devant chez moi, en été, il y a un gros banc de terre, il y a des gens, ils ont fait un potager, mais c'est dans la rue, tu vois. Mais c'est ça, c'est comme, c'est ça que je trouve tellement intéressant, les petites initiatives ici et là que les gens vont faire ensemble, tu sais, que ça soit les ruelles, que les gens vont devenir des ruelles vertes, vont mettre justement des bancs, des jeux pour les enfants, avec les jardins, des trucs comme ça. C'est comme plein de petits espaces dans la ville que les gens commencent à s'approprier, puis à, comme, justement, devenir comme une espèce de sentiment de communauté, dans ces espaces-là. Je trouve ça vraiment... Ouais, c'est vraiment intéressant à voir. Et c'est quoi ton prochain voyage que t'aimerais faire? Ton prochain ou alors un voyage que t'aimerais faire? Mon prochain voyage. Est-ce que tu veux une liste par ordre alphabétique ou pas? C'est sûr que j'aimerais bien retourner au Guatemala parce qu'en fait, aller au Guatemala vu que je suis pas allée, donc Amérique centrale. J'aimerais bien aller dans un pays espagnol, donc que ça soit Chili, Argentine, Espagne. J'ai en Espagne, mais y retourner. J'aimerais ça aussi aller en Australie. Je dirais juste trop de choix, puis ça va dépendre du prix des billets d'avion, je dirais. Oui. Non, mais ouais, je pense que j'irai la prochaine fois dans un pays espagnol, juste pour la culture, puis la musique espagnole. Ouais. Mais ouais.
trop de choix. Parce que tu parles espagnol, puis tu t'es vraiment attaché à... Enfin, je sais qu'on en a déjà parlé, comme quoi tu voulais vraiment améliorer ton espagnol, puis le pratiquer, puis tout ça. Ouais, j'écoute des séries en espagnol ces temps-ci, là, pour pratiquer, là, fait que ça l'aide aussi. T'écoutes quoi comme série? C'est Las Chicas del Cable. Ah oui, tu en avais parlé, ouais. Qui est sur Netflix. Ouais, exactement. Donc, ça m'aide dans mon... Ça ou Narcos, c'est ça. Ouais. Ah oui, si, j'ai une question. Ben, en fait, tu as quand même répondu tout à l'heure, mais bon, je vais quand même te la reposer au cas où il y a d'autres éléments qui ressortent. Mais ça veut dire quoi pour toi être libre? Être libre. En fait, c'est juste faire ce que tu veux réellement. En fait, c'est être libre d'être toi-même. C'est être libre de justement d'aller où tu veux, de faire ce que tu veux, puis pas nécessairement dans un genre de façon irrespectueuse envers les autres, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que t'es libre que tu peux tout te permettre non plus, mais juste de te sentir libre, c'est juste de te sentir comme épanoui aussi, de te sentir libre des restrictions, des craintes que t'as envers toi-même. C'est ça, c'est juste d'être toi-même finalement, puis c'est de vivre la vie que tu veux parce que justement parce que t'es libre puis t'es juste bien avec ça. Ouais, je sais pas comment bien décrire ça. Que tu sois en accord avec toi-même. Ouais, que tu sois aligné avec ce que tu veux puis avec la vie que t'as vraiment envie en fait. Et toi, tu te sens libre en ce moment? Je dirais, ça dépend vraiment des situations. Mais en général, je dirais que oui, dans le sens que j'ai comme beaucoup appris à arrêter de comme contrôler les choses, arrêter d'écouter la petite voix dans la tête parce que genre j'ai réalisé que la petite voix dans ta tête, ben genre c'est ton cerveau qui essaie voyons, c'est ton cerveau qui essaie de t'empêcher de faire les choses que tu veux vraiment. Fait que tu sais, c'est comme plein de petits trucs que j'ai fini par réaliser qu'une fois que tu t'enlèves un peu tout ça, puis que tu remplaces par des choses qui te font vraiment du bien, puis par des choses qui sont justement plus alignées avec qui t'es vraiment, ben là que tu peux être comme plus libre puis plus épanoui, je pense. Mais c'est difficile quand même d'être libre. Ouais. Surtout je trouve dans notre société actuelle. Ben tu vois, ce que je me disais, tu sais, que je pensais les côtés que j'étais moins libre, c'est mon travail, dans le sens que on dirait qu'on n'est jamais vraiment libre de son travail, à moins d'être vraiment 100% travailleur autonome. Ouais. Puis même là, t'es comme dépendant de tes clients. Fait que je trouve que le côté du travail, ben tu sais, je veux dire, on s'entend, le travail à la base, c'était comme... c'était vraiment pas fait pour être libre, on s'entend, là. Fait que tu sais, c'est vraiment ce côté-là que si je me dis, est-ce que je suis libre à 100%, je dirais non, parce que justement, dans ton travail, t'es tout le temps dépendant de quelqu'un. Mais sinon, pour le reste, comme plus que ce soit mes relations, mon développement personnel, ma santé, peu importe les autres sphères de ma vie, je trouve que c'est plus... Puis, tu sais, justement, c'est pas 100% libre parce que je suis pas encore à un niveau que je veux être, puis c'est pas non plus comme une espèce de contrainte ou à atteindre ou peu importe, là, mais juste que c'est un chemin que finalement que tu travailles vers là. Et est-ce que tu aurais des podcasts à nous conseiller, mis à part le tien que de toute façon je vais mettre dans les notes de l'épisode? Oui, j'écoute tellement souvent de podcasts en plus. Mettons 2-3 que t'aimes vraiment et que t'attends les nouveaux épisodes avec impatience. Ben tu vois, en fait, j'ai la nouvelle, tu sais, je parlais tantôt de Human Design. Donc, il y a une fille que j'avais contactée qui fait un podcast, c'est IWAB, c'est IIWAB. Puis c'est aussi justement sur se reconnecter à soi, sur découvrir qui on est vraiment et tout. Puis ce podcast-là, j'aime vraiment. Sinon, il y a Into Your Power de Amélie Riedo, qui est justement ma coach. Il y a aussi je dirais In Power. Ouais, c'est ça. J'étais comme mais ça c'est Into Your Power, puis là c'est In Power de Louise Aubéry, je pense. My Better Self, ouais. Ouais, c'est ça, My Better Self. Je sais pas, il y en a juste tellement, on dirait que... Puis j'aime ça justement écouter comme plein de petits épisodes variés, puis après ça, tu sais, des fois, je vais écouter un podcast vraiment comme souvent le même, pour ça je vais changer, je vais revenir, donc ça dépend vraiment comme le feeling du moment aussi, comment je me sens, mais je dirais que ce serait comme les 3 principales que j'écoute en ce moment. Là. Ok, ben je les mettrai dans les notes de l'épisode aussi. Mais est-ce que toi t'as des questions, peut-être, ou des choses que tu voudrais rajouter dont on n'a pas parlé on a quand même fait un gros tour général. Si je voulais rajouter un peu justement en lien avec le podcast que je suis en train de faire, je pense que c'est justement que les gens ils se permettent d'essayer des nouvelles choses dans leur vie, de voir justement en essayant qu'est-ce qui les passionne, puis qu'ils puissent se reconnecter à eux-mêmes vraiment.
Parce que je trouve tellement que c'est ça qui est difficile en ce moment. Souvent, on est comme tellement contraint dans CCD par tout ce qui se passe autour de nous qu'on n'est pas nécessairement nous-mêmes. Je trouve ça tellement important pour être libre, justement, de se reconnecter à nous-mêmes puis à qui on est vraiment. Fait que je trouve ça... En tout cas, c'est juste un conseil à dire. C'est juste laissez-vous aller. Puis pour vrai, de genre suivre tes pulsions qui te disent « va vers là » puis « va vers là », ben comme essaie-le parce que souvent, c'est ce qui te fait découvrir les meilleures choses, je trouve. Oui, c'est vrai. Puis justement, chercher de la liberté là où on peut en trouver. Oui, exactement, parce qu'on sera pas 100% libre. Fait que c'est juste de se dire si je suis capable d'aller trouver comme un brin de liberté ou un brin d'épanouissement ou un brin de peu importe quoi que tu cherches, ben si t'es capable de le retrouver à quelque part, ben c'est accroche-toi à ça. Puis après ça permet de peut-être découvrir un nouveau chemin vers là puis d'essayer. Ouais, puis un petit peu pour rebondir là-dessus. Justement, on a beaucoup parlé de formation en ligne, du fait qu'on puisse toujours se former, et c'est vrai que on n'en a pas forcément assez conscience, mais il y a tellement de ressources pour se former, que ce soit YouTube déjà, sur YouTube, il y a tellement de chaînes. Ouais, non, c'est genre tout ce qui est à notre disposition, que ça soit payant ou non, parce que oui, c'est sûr que quand c'est non payant, en fait, c'est ça, YouTube, c'est comme une banque infinie de vidéos, puis je veux dire, tu finis par être sur des petits chats qui... c'est genre, tu finis de temps par être comme dans le creux de YouTube, là, mais il y a tellement des choses intéressantes, là, puis justement, ces temps-ci, là, par rapport au Human Design, c'est genre, je regarde des trucs sur YouTube, mais aussi, justement, il y a la coach, là, que j'ai pris une de ses formations. Fait que, tu sais, c'est comme, que ça soit un investissement en toi que tu payes ou non, mais en fait, je trouve souvent que les investissements que j'ai fini par payer sont aussi plus payant parce qu'il y a plus de retours. Oui, souvent c'est plus complet quoi. Ouais, c'est ça, c'est plus complet, c'est mieux structuré, ça finit par comme vraiment être adapté à toi, puis c'est sûr que c'est mieux, mais ouais, exactement. Donc tu sais, je veux dire, il y a tellement de choses qu'on peut trouver pour continuer de se garder stimulé, puis d'apprendre à tous les jours, puis c'est vraiment genre un truc que j'essaie aussi, c'est juste apprendre une petite chose à chaque jour. Je trouve ça aide tellement à justement à avancer, puis à pas comme cette année où on est là. Tu sais, des fois, je me dis comme... Tu sais, souvent, on se dit « Ah, ben c'est où je me vois dans 5 ans? » Mais il y a aussi la question de comment tu te sentirais dans 5 ans si t'étais au même endroit. Tu sais, comme si dans 5 ans, t'es exactement à la même place, comment tu vas te sentir? Puis moi, je suis comme... Tu sais, on dirait que j'ai pas envie d'être là, j'ai envie d'avoir avancé, d'avoir découvert des nouvelles choses, d'avoir expérimenté et tout. Fait que, tu sais, je pense que c'est intéressant aussi des fois de se poser cette question-là de comment on se sentirait si on n'avait rien changé, tu sais. Oui, c'est vrai que c'est un bon exercice aussi à faire. Je le fais pas forcément. Mais... Ouais. Ben, en tout cas, merci Kim pour cet épisode, le premier épisode de la saison 2, le retour. Puis je vous invite vraiment à aller écouter le podcast de Kim, Grandir en toute simplicité, qui est disponible sur Spotify, sur pas mal de plateformes. Ouais, sur Spotify, Apple Podcasts, Anchor, pas mal partout en fait. Mais je mettrai les liens dans l'épisode. Parfait. Bien, merci à toi aussi. Merci. Merci à Kim d'avoir accepté mon invitation. Vous pouvez retrouver Kim sur Instagram, Grandir en toute simplicité, et en écoutant son podcast du même nom sur Spotify et sur les autres plateformes d'écoute. Vous retrouverez d'ailleurs les références dans les notes de l'épisode. Merci. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Montréal Boulevard, sur Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt sur Montréal Boulevard.